Bonjour à tous et bienvenue comme chaque semaine sur le plateau du grand débat du web avec Digital Business News, c'est marqué derrière, et également sur la chaîne Demain que vous pouvez retrouver sur toutes les box et sur la TNT en Ile-de-France. La première diffusion c'est le samedi à 17h sur Demain, sinon n'importe quand sur Digital Business News. Le grand débat du web, ce sont 4 grandes voix du web qui viennent débattre des sujets d'actualité du moment. On a 2 sujets par émission et on termine par les plus 1, moins 1, c'est-à-dire les coups de cœur ou les coups de gueule de nos invités, s'ils en ont évidemment, et si on a le temps, puisqu'on est systématiquement en retard dans cette émission, ce qui en fait le charme. On est parti pour 25 minutes avec 4 invités que je vous présente tout de suite, à commencer par les 2 nouveaux de ce plateau. Mounia Erka, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes VC chez Isaïe. Ouais. Isaïe, c'est un fonds d'entrepreneur au départ. Et vous faites quoi précisément là-bas ? Moi, je m'occupe du site club, donc de la partie amorçage, qu'on fédère en fait auprès de nos investisseurs, qui sont donc entrepreneurs du web et business angels. Donc l'idée, c'est de créer des petits syndicats privés pour chaque investissement, avec Isaïe qui met un ticket et certaines personnes qui mettent. On parle de vous ces derniers jours parce que vous avez fait un truc vraiment marrant. Il y a des portfolios chez tous les VC, chez tous les investisseurs. On dit dans quelle boîte on investit. Vous avez fait un anti-portfolio, les boîtes qui ont cartonné et que vous avez raté tout simplement. Oui, on a inauguré notre anti-portfolio avec Capitaine Train. Je pense que c'est bien. Qui vient d'être racheté par les Anglais. Oui, à 200 millions d'euros. Donc c'est bien de rester humble dans ce métier. Vous en avez raté d'autres comme ça ? Quelques-uns. Pas aussi gros. À côté de vous, Gilles Babinet, bienvenue au club. Gilles Babinet, bonjour. Digital champion de la France. En clair, vous êtes 26 en Europe. 28 ? Oui, il y a 28 pays. Il y a 28 pays. Je pense que j'étais resté sur 26 champions en l'occurrence. On était 26. Ouais, c'est vrai. Les 2 trous ont été bouchés. Il n'y a pas longtemps alors, non ? Non, il y a 1 an. Ah non, bah, j'avais raté ça quand même. 26 à défendre les idées numériques. Vous défendez l'idée ou la voix de la France, entre guillemets, sur la voix de l'Europe. Ouais. C'est différent. Et vous intervenez à quel niveau au niveau de la Commission européenne, vous intervenez où ? Moi, je suis rattaché à la commission numérique, évidemment, mais on intervient assez transversalement, puisqu'il peut y avoir des sujets qui concernent l'énergie, l'éducation, etc. etc. C'est assez libre de parole chez les 26 ou 28 en l'occurrence. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de choses qui sortent et de temps en temps, vous êtes capable de vous regrouper à un certain nombre pour dire des choses qui peuvent fâcher certaines classes politiques. Ça peut arriver aussi. Hein. Bah, je pense que c'est l'objectif du programme. C'est-à-dire que si on dit la même chose que les gouvernements, c'est pas très intéressant. L'idée, c'est de dire, voilà, ce qu'on voit de l'Europe, c'est ça, et ce qui dysfonctionne dans une majorité de pays européens, c'est ça. Donc, ce serait bien de prendre ça en main. Effectivement, on vient de faire ça. Vous êtes également entrepreneur, serial entrepreneur, Captain Dash notamment. Et merci d'être ici parce que ça fait on est à la 17e émission et ça fait un petit moment qu'on avait envie que vous veniez. On ne trouvait jamais le moment pour le faire. Donc cette fois-ci, c'est tout bon. En face de vous, il y a ceux qui ont des rondes serviettes. On commence par Philippe Couve, fondateur de Samsa.fr. Bonjour Philippe. Ça fait un petit moment qu'on ne vous avait pas vu, mais on est content de vous revoir. Samsa, c'est la façon d'apprendre à faire du journalisme, ou en tout cas de la production vidéo avec des iPhones directement, entre autres. Notamment, on fait ça, et puis on accompagne plus généralement la transition numérique des médias, que ce soit en formation, en conseil ou en création de projets éditoriaux. Vous êtes un observateur du web depuis très longtemps. On s'est connu du temps que vous étiez à Radio France Internationale. Absolument. Il y a quelques années de ça, mon brave monsieur. L'autre jour, je rappelais que mes premiers reportages multimédia, c'était 1997, et il faut faire de l'archéologie numérique sur le web pour retrouver des bouts seulement, parce que l'intégralité des pages n'a pas été préservée, donc il y a des petits bouts qui restent, comme on trouve dans les fouilles, des petits bouts de céramique ou de choses comme ça. À côté de vous, Éric Dupin, fondateur de Presse Citron et de Dronestagram. Salut Éric. Salut Bertrand. Éric se fait pousser la barbe, et je ne sais pas si c'est pour faire prêtre ou quelque chose comme ça. En tout cas, maintenant, vous faites dans le mariage aussi, j'ai vu là. Non ? Oui, alors ça n'a pas grand-chose à voir, mais effectivement, on a lancé une plateforme d'intermédiation entre les futurs mariés et les pilotes de drones professionnels. On a le droit de faire filmer en l'occurrence son mariage par un drone aujourd'hui. Oui, dans certaines conditions, bien sûr. 2 sujets pour cette émission. On va avoir une dizaine de minutes pour parler de chacun. Le second, ce sera Tribe. Tribe est-il le nouveau WhatsApp ou le nouveau Snapchat ou le nouveau ce que vous voulez ? Tribe, c'est une application française qui fait le buzz vraiment ces derniers jours. Regardez derrière. Tribe, ça se joue avec une seule main. C'est un peu l'idée et c'est une façon très facile d'envoyer des messages qui ont un caractère carrément vidéo. On vous expliquera tout ça et c'est créé par des Français qui sont partis d'ailleurs dans la Silicon Valley depuis peu de temps. Ils ont trouvé de l'argent là-bas. Et ça marche bien apparemment aux États-Unis, ça marche bien en France, on en parle beaucoup. Et il y a une acquisition d'utilisateurs qui commence à devenir vraiment intéressante pour Tribe. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec ce logiciel-là, enfin, cette application-là ? On vous en parlera. Et puis, qui peut gagner la bataille des adblockers ? Ça, c'est la question à 100 millions d'euros. Qui va gagner en ce moment entre AdBlock Plus, évidemment, et tous ses confrères, et de l'autre côté, les éditeurs qui sont en train d'essayer de trouver des parades avec des solutions qui naissent.
Des sociétés comme Secret Media, par exemple, de Frédéric Montagnon, qui vient de Teads. Teads fait dans la publicité vidéo essentiellement. Alors évidemment, il a trouvé une solution pour empêcher les adblocks d'intervenir sur la vidéo et sur les publicités à l'intérieur des vidéos. Et puis ça pourra s'élargir demain. Est-ce que les adblockers vont dominer le monde? 30% des Français aujourd'hui sont équipés d'adblocks et ça ne fait que grossir. Est-ce qu'on va trouver enfin des parades à ça? C'est un peu la question qu'on a envie de poser. On commence peut-être par Gilles. Est-ce que vous pensez vraiment que les adblockers, c'est une messe dite et qu'il faut passer à autre chose d'une certaine façon? Parce que là, de toute façon, il y a une partie du public qui est définitivement perdue. Je ne pense pas que la messe est dite. Je pense que la guerre se joue. Elle se joue à coups de millions. On a vu que Google a financé un adblocker allemand pour avoir le droit de continuer à passer. Je crois que c'était un montant de l'ordre de 30 millions de dollars. Donc, c'est des montants qui sont significatifs quand même. Et ça montre bien d'ailleurs l'inquiétude que peut avoir un acteur de ce type à l'égard des adblockers. Donc, ça continue. La progression d'ailleurs des adblockers, à ma connaissance, continue. Les technologies qui visent à contourner les adblockers, qui visent à embedder dans les pages de façon très profonde les publicités se développent à grands pas. Donc c'est une guerre avec des ripostes, des offensives. Et bien malin serait celui qui dira qui va gagner, à mon sens. Si on parle de la technique même, les adblockers vont essayer de traquer en fait tous les liens entrants, les tags, les morceaux de code qui viennent de l'extérieur en fait. Et évidemment, la bataille, c'est d'essayer de cacher tout ça à l'intérieur même des adresses du site lui-même. Et de plus en plus, on y arrive, mais c'est une bataille de cache-cache un peu qui se joue là. Ouais, ce qui est intéressant, c'est que c'est des solutions qui sont très technologiques. Ça veut dire qu'il faut globalement que les ad serveurs soient quasiment intégrés chez les hébergeurs de sites. C'est une architecture technologique qui n'avait pas été envisagée auparavant. Il est possible qu'elle se répande, mais elle nécessite des niveaux de collaboration entre les ad serveurs et les éditeurs, les médias, qui sont inusités. Et puis ils vont avoir des morceaux de choses dans leur serveur qui ne sont pas totalement sous leur contrôle dans l'absolu. Il faut accepter ça, Il faut l'accepter, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Et puis il y a différents formats, enfin, il y a beaucoup de choses à dire. Mounia, est-ce que vous avez affaire à des sujets comme ça avec les différentes sociétés que vous avez dans votre portfolio? En fait, moi, je pense qu'il faut élargir le débat. Ouais. Comme vous l'avez dit, les 30% des Français ont installé des adblocks. Je pense que c'est important de voir que donc, les consommateurs veulent ça. Et ce que ça signifie, c'est qu'ils ne veulent plus de pub, Ça, c'est clair. en tout cas classique. Mais donc, il faut élargir le débat et pas se demander juste si les adblockers vont gagner contre les gens qui font de la pub. Et là, on est en train de parler de technologie. Il faut peut-être se demander ce que veulent les consommateurs. Et ce que veulent les consommateurs de plus en plus, je ne pense pas que les consommateurs ne veulent plus du tout de pub. Ils veulent de la publicité qui soit... Enfin, ils veulent que les marques leur parlent. Ils veulent donc des messages qui soient personnalisés. Et les sociétés qu'on voit aujourd'hui, les startups qui se développent bien, c'est celles qui ont compris ça et qui utilisent un message publicitaire différent. Il y a Voici qui a fait un truc absolument génial, qui a dit, puisque vous avez un adblocker, on l'a repéré, on va vous en proposer un autre, mais qui est plus léger. Et en fait, il est fabriqué à partir du code source d'Adblock Plus, qui est quand même assez énorme, mais celui-là ne va laisser passer qu'une seule publicité. En fait, vous en avez ras-le-bol de la publicité à outrance. Allez, on est gentil avec vous, on vous laisse le contenu, mais vous ne passez qu'une publicité. Ça peut être une solution. C'est une des solutions, mais en tout cas, dire aux consommateurs, on vous comprend et on est de votre côté. Qu'est-ce que vous en pensez de l'autre côté? Ça peut... l'éditeur de Presse Citron, par exemple, est-ce que les adblocks, boum, ça fait mal ou pas là? En fait, moi j'ai une opinion assez partagée. D'abord, effectivement, il faut élargir un peu le débat sur le fait d'abord de se poser la question pourquoi il y a des adblocks. C'est que certainement il y a eu des abus. Ah bah oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire, parce que même l'IAB reconnaît aujourd'hui que ça a été à peu près le grand n'importe quoi. Donc, Voilà, donc aujourd'hui, bon, il y a des publicités qui sont clairement trop intrusives, qui sont insupportables. Il y a des placements de publicités qui sont insupportables. J'en veux pour preuve les publicités qu'on a notamment sur les applications mobiles et qui cherchent absolument à jaillir à n'importe quel moment, même quand vous avez tout fait pour les éviter. Le summum quand même que j'ai vu récemment, je ne sais plus, je crois que c'est sur l'application d'une télé, ça doit être M6, ou alors je ne sais pas si c'était un bug, mais comme dirait l'autre, it's not a bug, it's a feature. Quand on regarde une vidéo, une émission de télé, je n'ai plus exactement l'exemple précis, hein, mais enfin je l'ai vécu il n'y a pas très longtemps. On est en mode, par exemple, portrait sur son téléphone. Si on passe en mode paysage, la vidéo s'arrête et ça relance une publicité. Enfin, le simple fait de pivoter son téléphone. c'est intéressant. Voilà. Donc la question après, c'est de se dire, OK, c'est un phénomène qui est inhérent à Internet, évidemment. Naturellement, on a tous tendance à vouloir fuir la publicité. On n'aime pas la publicité naturellement, on essaie plutôt de l'éviter. Et l'idée, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'il va y avoir après des technologies qui vont
faire en sorte qu'on ne voit plus la publicité sur d'autres supports. Et sur vous d'autres croyez à médias. cette histoire d'aller embedder directement des morceaux de serveurs, data serveurs, finalement, dans vos propres serveurs à vous, et de camoufler tout ça derrière vos propres URL pour essayer de tromper, finalement, les systèmes Non, d'adblock? moi je ne crois pas du tout au fait qu'à un moment ou à un autre, on force le lecteur, avec lequel on a quand même un contrat, on le force à avoir de la pub, parce que si ça devient caricatural, quoi. C'est-à-dire tu vas regarder ma pub, nom de Dieu, c'est complètement grotesque. Donc je pense qu'il faut passer par d'autres formes de contenu. C'est ce qu'on a fait sur Presse Citron. Sur Presse Citron, tu me posais la question, c'est très simple. On n'a jamais fait quoi que ce soit contre les adblocks, parce qu'on considère que ça fait partie du jeu, c'est la règle du jeu. Il y a des gens qui vont faire en sorte de ne pas voir nos publicités. Et nous, c'est à nous de nous adapter, de proposer des contenus qui soient organisés différemment pour que justement on ne subisse pas les adblocks. Bon, Philippe, ça veut dire, vous êtes d'accord ou pas sur l'idée que c'est vraiment une alerte, en fait, pour tous ceux qui ont légèrement abusé, qu'il faut revenir à quelque chose de plus raisonné aujourd'hui? Ouais, mais moi je serais plus catégorique que ça. J'ai envie de pousser un coup de gueule, notamment quand on regarde aujourd'hui le. Non, mais c'est vrai, on a la presse est en train de crever là. La gueule ouverte. Les journalistes ont leur part de responsabilité là-dedans, et je suis le premier à le dire, et le dire depuis longtemps. Mais il y a aussi d'autres acteurs qui ont une part de responsabilité, et ces acteurs, c'est le monde de la publicité. Si les médias ont eu si peu de temps aussi pour pouvoir s'adapter, faire les révolutions qu'ils avaient à faire en interne, c'est parce que aussi les revenus publicitaires se sont effondrés. Pourquoi les revenus publicitaires se sont effondrés? Parce que la pub est de mauvaise qualité. Alors, il y a plein de raisons, mais notamment parce que la pub est de mauvaise qualité. Et aujourd'hui, outre la question des adblockers, on s'aperçoit qu'en plus, il y a peut-être dans certains cas plus de la moitié de la pub qui est vue uniquement par des robots. Donc on pollue des écrans, on pollue du temps consacré par quelque chose qui ne vaut rien, qui est de mauvaise qualité, qui vient interrompre, qui vient déranger et qui, en plus, strictement ne vaut rien. C'est-à-dire qu'on est en train d'utiliser des espaces et de l'attention qu'on a capté parce qu'on est un média, parce qu'on a produit du contenu, pour y mettre des ordures à la place, en quelque sorte. Donc moi, je dis là-dessus, alors sur les problèmes des médias, les journalistes, les éditeurs, etc., ont leur part de responsabilité, mais il y a aussi des acteurs du monde de la publicité qui ont aujourd'hui une responsabilité extrêmement lourde. Qui sont en train de là-dessus. faire leur mea culpa, quand même. Ils font leur mea culpa. Il y a l'un des dirigeants de l'IAB qui a dit « on a merdé ». Il l'a dit en anglais, mais il a dit « on a merdé ». Ok, très bien, mais il continue de merder, je suis désolé. Oui, mais ça va changer un peu. Moi, je pense que, je rejoins ce que tu dis, mais finalement, les publicitaires, moi, je les incrimine pas tellement parce qu'ils font leur boulot, quoi. Ils font leur boulot de publicitaire, ils sont là, ils sont payés pour. Ils ont quand même vendu aux médias un format nouveau toutes les semaines, et les médias, voyant la poule aux odeurs ceux qui sont bien responsables, grasses, se c'est sont les dit on va le éditeurs mettre. de médias, ce sont eux les responsables. Quand j'ai une pub intrusive sur une application, sur un site web, etc., c'est pas le publicitaire. Le publicitaire, il a fait son boulot, il y a une production vidéo et des choses. C'est l'éditeur du média qui est responsable de me foutre ce truc en plein milieu de ma lecture. C'est lui qui est On responsable. est d'accord. Un dernier mot, est-ce que c'est du racket, comme l'a dit un ministre, que ce business des adblocks, parce que globalement, si on veut passer à travers, il suffit de faire un chèque. Enfin, on peut passer à travers les adblocks. Vous considérez ça comme du racket, Gilles, par exemple? Bon, là, je suis assez pro-marché, c'est-à-dire que je pense que on est face à l'évolution de quelque chose qui n'était pas anticipé. C'est qu'une société comme Google paye pour pouvoir continuer à passer. Je pense que c'est à peu près normal qu'ils le fassent. Je pense que tout ce qui vient de se dire, en fait, c'est que ce marché n'est pas stabilisé, qu'il va évoluer fortement. La publicité, moi, je trouve une chose qui m'étonne toujours, c'est que finalement, utilise assez peu la data. C'est très rustre. Alors, même le retargeting, on dit que c'est la panacée. En fait, à chaque fois que j'achète un billet d'avion, je me fais retargeter pendant 15 jours après. C'est pareil sur tous les produits, c'est insupportable. C'est assez drôle. Enfin, moi, ça m'amuse plutôt de voir l'inefficacité de ce système, même si c'est très efficace. D'ailleurs, les chiffres de Criteo démontrent que ça fonctionne bien. Mais très clairement, par exemple, différencier le sexe d'un internaute, ça reste compliqué. Ça reste assez compliqué, même ce que font mieux un certain nombre d'autres médias. Donc, je crois qu'on est vraiment au tout début de ce genre de choses. Ça donne un avantage assez discriminant aux plateformes de type Google, Facebook. Mais je crois que cet enjeu d'accéder à la data pour les ad serveurs n'est pas encore clairement une guerre. Et ça devrait le devenir. Ça, c'est intéressant. Mounia, est-ce qu'il y a un vrai business? Vous pourriez mettre de l'argent dans un système d'adblock? Parce que finalement, est-ce que c'est pérenne selon les critères des VC aujourd'hui, ce business-là? Je ne suis pas persuadée, parce que c'est en train de surfer justement sur un marché instable.
je suis pas persuadée qu'à terme. Parce qu'il y a Riposte qui est en train de s'organiser, donc on se doute bien quand même que le web va pas se laisser manger tout cru comme ça. Il y a sûrement beaucoup d'argent à se faire sur ce segment-là. À titre personnel, Non. je suis pas. Non, vous miseriez fan. pas trop un copec sur cette histoire-là pour l'instant. Je suis pas fan. C'est idéologique ou c'est économique? C'est un mélange des C'est un deux. mélange des deux. Ah, donc les VC font aussi de Mais l'idéologie. bien sûr, on a des valeurs. C'est une fuite On a en beaucoup plus que vous ne le croyez. Mais non, pas du tout. Démasqué, vous êtes démasqué. Je vais Mounia. faire un fonds qui est plus rentable que celui de Mounia. Je ne m'intéresse pas aux questions. On s'en fout, on y va directement, il y a du pognon à faire. Parce que pour être rentable, il faut s'y intéresser, justement. Mais en fait, c'est une fuite en avant parce que si tu mets de l'argent dans un adblocker, après tu vas mettre de l'argent aussi dans un dispositif qui bloque l'adblocker. Tu vois. Si tu mets des Donc, deux ça- côtés, tout va très bien. Et ça peut, de toute façon, en mettant des deux côtés, on est sûr de gagner d'un Et puis côté essayons ou de toujours l'autre. de se mettre du côté du consommateur et de comprendre qu'est-ce qui est constructeur de valeur pour lui. Et c'est ça qui gagnera à terme. Allez, mettons-nous du côté du consommateur qui a un téléphone comme ça et qui se dit tiens, j'envoie des SMS, je fais plein de choses, j'ai plein de messageries, je suis sur Snapchat ou sur, je sais pas, sur WhatsApp par exemple. Ça dépend des générations, ça dépend des âges, ça dépend des usages. Et voilà qu'arrive Tribe. On va voir des images derrière. Tribe, c'est l'appli dont tout le monde parle en ce moment. C'est vraiment là, vous êtes dans le cœur de la hype autour de Tribe. Est-ce que ça va durer? Ça, c'est une vraie question. Tribe a été monté par des Français, 4, dont Cyril Paglino, qui est un serial entrepreneur, qui passe aussi, ça c'est la vie de pas mal de femmes que je croise dans le web, pour être un des plus beaux mecs du web, enfin le 5e plus beau mec du web, pour être précis, juste après les 4 qui sont sur ce plateau. Et Cyril Paglino est parti avec son équipe du côté de San Francisco pour développer tout ça, puisqu'il a trouvé de l'argent aux États-Unis, il n'en voulait pas en France. Voilà. Il s'est dit en France, ils ne savent pas faire, ils ne sont pas assez focus sur les utilisateurs. On va aller aux États-Unis pour développer cette application qui permet avec un seul doigt de tout simplement d'envoyer des messages. C'est une sorte de talkie-walkie, vous voyez les images derrière, c'est extrêmement simple. Et on remplace le SMS par des messages essentiellement vidéo. Vous investiriez là-dessus, Mounia, ou pas? Je pense qu'il a très bien fait d'aller aux États-Unis. Ouais. Jusqu'à preuve du contraire, ce genre de business n'a jamais explosé à partir de la France. Donc je pense qu'il a bien fait. C'est là que là, c'est maquillé en produit qui est en train de buzzer du côté de la Silicon Valley, et ça marche bien d'ailleurs. Ouais. Il y a 150 ou 200 000 utilisateurs aujourd'hui. Alors, il faut voir si ça se confirme, mais en tout cas, ça part bien là. Oui, oui. Non, je pense que c'est un truc intéressant. Je connais des gens qui ont investi dedans et je pense qu'ils sont malins. Ouais. Je trouve que c'est un business qui doit exploser à partir des US. Vous pensez qu'aujourd'hui, les messageries sont un peu vieillottes, que tout le côté texte, un petit peu, avec deux mains dans la rue, c'est pas très adapté à notre mode de vie, qu'avec une seule main, c'est beaucoup plus simple. Est-ce que c'est différenciant, ce critère-là, Je concrètement? pense que c'est hyper différenciant. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais il m'arrive très souvent personnellement de commencer à envoyer un texto à quelqu'un et ça me saoule et je l'appelle. Et moi, ça m'arrive très souvent. Ça vous arrive Moi, jamais j'utilise une solution intermédiaire, c'est-à-dire j'utilise dit la dictée vocale comme Siri par exemple. Ouais. Dans la rue, c'est pas pratique quand même. Bah, c'est pas moins pratique que Il y a faire des une choses vidéo que- en marchant. Hein. Il y a quand même Ce qui des- est bien, c'est un bouton. Enfin, dans le métro, vous imaginez en train de balancer un message personnel, vraiment personnel, Ah oui, en non, dictée bien sûr. vocale. Mais, De toute façon, ça ne remplacera pas le texto. À mon avis, c'est hyper complémentaire. Ouais. Parce que, bah, oui, il y a des situations, là, si j'ai envie d'envoyer un texto, je peux Bon, pas alors envoyer une Gilles, c'est vidéo. quoi le mode d'expression finalement? Le mien? Ouais. Bah moi, je fais du voice to text, Ah ouais, effectivement, d'accord. assez souvent. Là, je l'ai fait à l'instant. Là, j'étais dans la salle de maquillage et Et à voilà. partir de Et- quelle application? bah, le Siri. Ouais. Ouais, ça Directement. marche. Ouais, ça marche pas mal. Quand j'ai des trucs discrets à faire, je vais pas raconter ma vie, mais je le fais pas mal. Ceci étant, ce truc, c'est vraiment bien, quoi. Et, alors, j'avais lu un truc dans Wired sur des VC qui sont capables de détecter, américains d'ailleurs, dans les 2 mois du lancement d'une application sociale, si elle va cartonner ou pas, en fonction de la courbe de développement. Une fois que c'est lancé, hein, sur ce genre de choses, je pense qu'ils sont plutôt sur la bonne pente. Ah ouais, là, ça Et je marche. crois que dans le même papier, j'avais lu qu'il y avait 700 réseaux sociaux qui étaient lancés aux États-Unis chaque trimestre. Donc c'est quand même, ouais, c'est sympa. Enfin, ils mais, ont de la marge, hein, parce qu'aujourd'hui, WhatsApp, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Eux, ils en sont à 150 000. Donc pour Et puis, il l'instant, faut ça faire peut encore attention au grimper, hein. côté hit app. Ouais. Il y a plein d'applications qui Il y en a toujours une sont qui montées remplace très l'autre. vite et qui Voilà. sont descendues aussi vite. Ouais. Là, on a notre point de vue un petit peu franco-français. On connaît tous un peu Cyril. C'est un gars qui a du charisme, qui a des bonnes idées, etc.
Il faudrait voir ça du point de vue américain. Est-ce que là-bas, c'est si connu que ça, etc. Enfin, je pense qu'il faut remettre un peu non, les non, choses Cyril n'est pas spécialement connu aux États-Unis. voilà, ça, il n'est pas connu, ça marche quand mais même. ça n'empêche pas. ouais, Ça n'empêche bien pas. On s'est envoyé un tribe tout à l'heure, Philippe, ce matin. On a tribé ce matin. On a de tribé bonne ce heure. matin. On s'est sorti jeune tout d'un coup. Une espèce de. Non, mais moi, je pense que c'est très compliqué quand même. L'application est super bien exécutée. C'est vachement facile, franchement. Elle est vraiment Ouais. très facile d'utilisation. Elle est vraiment très bien. En revanche, ce qu'ils ont en face, c'est quand même Snapchat. Parce qu'aujourd'hui, les mômes qui utilisent Snapchat, ils utilisent cette fonction vidéo pour dire tiens, t'étais pas là, je te donne les devoirs. Alors voilà, la prof a dit tel devoir, etc. Moi, je l'ai vu faire. Ils utilisent ça. Donc, c'est-à-dire, c'est aller se confronter directement. Enfin, ce que je vois, moi, en tout cas, comme concurrence, c'est directement Snapchat. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour eux, mais voilà, c'est pas un terrain vierge. Il y a déjà du monde sur ce, Il y a déjà du monde, sur c'est ce sûr. territoire. En tout cas, c'est une bonne publicité pour le pivot. On ne dira jamais assez à quel point le pivot est important dans les startups. Et c'est un pivot qui est en train de réussir avec Tribe, puisque c'était Plick au départ. Ils avaient lancé Plick, la même équipe, qui était une espèce d'application qui permettait d'échanger tout ce qu'on voulait, hein, des documents, des photos, des vidéos. Et en fait, ça a bien démarré. Puis très vite, l'utilisation s'est un peu tassée et on ne savait pas trop si c'était B2B, B2C. Et ils se sont dit, il faut qu'on trouve une autre solution. Ils se sont dit d'autant plus ça qu'apparemment, ils se le sont dit 3 semaines avant de me mettre la clé sous la porte parce qu'il n'y avait plus un centime dans les caisses pour continuer à développer. Et c'est là que Cyril est parti à San Francisco trouver de l'argent et qu'il en a trouvé en 3 semaines. Comme quoi, c'est une belle histoire. En même temps, il faut toujours un beau storytelling. Lorsqu'on monte une start-up, il faut quelque chose à raconter. Il y a un truc intéressant là-dedans, c'est que le SMS, jusqu'à présent, bon, ça passe comme ça dans les frais généraux, on va dire, c'est pas payant. Alors que là, on est carrément sur les forfaits de data. Monsieur Orange doit être super content de voir débarquer des trucs comme ça, parce que si on commence tous à s'envoyer 100 vidéos par jour, ça va nous faire exploser nos forfaits data de façon assez colossale. Est-ce que finalement, ce n'est pas le rêve de tous les opérateurs télécoms aujourd'hui d'avoir des applications comme ça, Mounia? Je sais pas. Mais je pense que malheureusement, une grosse partie de ces vidéos vont s'envoyer avec du Wi-Fi. Donc, en tout cas, toute la publicité, elle est faite dans la rue. Alors, c'est vrai que c'est ambigu. On vous dit, bon, ça marche dans un réseau de gens entre eux, mais en même temps, on voit beaucoup de vidéos qui sont filmées directement dans la rue. On n'a pas de Wi-Fi. Il y a du Wi-Fi partout. Oui, Enfin, le revenu voix SMS des telcos, c'est fini. Hein. C'est pour ça. J'ai abandonné. La majorité des revenus, et de très loin, est passée sur les forfaits data. C'est pour ça qu'ils ont très intérêt à ce qu'on augmente nos forfaits data. Et ça, c'est des choses absolument parfaites si on se met à communiquer en vidéo via nos mobiles. Oui, tout à fait. Ouais, C'est c'est ce qui se passe. Mais je pense que c'est très anticipé par les opérateurs. Hein. En tout cas, dans les pays développés, la valorisation de la voix. D'ailleurs, c'est assez marrant, j'ai vu ça l'autre jour. Vous commencez à avoir des opérateurs qui disent voix illimitée. Voilà, qui disent vous pouvez téléphoner autant que vous voulez, tout le temps et tout ça. C'est-à-dire que c'est tellement déprécié que c'est plus un asset, quoi. C'est intéressant. Enfin, moi, je voyage quand même pas mal. J'ai vu ce truc-là, je me suis dit, tiens, c'est voix illimitée partout, quand on voyage partout et tout ça. Et j'ai eu l'impression, j'ai pas eu le temps de voir, c'était en Allemagne d'ailleurs, j'ai pas eu le temps de voir si c'était tout pays confondu. C'est quand même plutôt pas mal, ça. Franchement, on est tous preneurs de ça. Ça s'appelle Tribe. C'est où ça n'est pas le nouveau WhatsApp, le nouveau Snapchat, bref, le nouveau carton Made in France via San Francisco. La réponse arrivera assez vite, hein, si on croit ce que vous dites. C'est-à-dire, dans les 2 mois, on saura tout de suite s'il y a un buzz qui se confirme, et dans ce cas-là, ça sera parti vers des millions, ou alors ça se tassera. On espère pour Cyril et pour toute son équipe que ça partira dans le bon sens. Il nous reste 2 minutes pour faire un +1, -1 à la Facebook. Est-ce qu'on a aimé, est-ce qu'on n'a pas aimé? Qui a un +1, qui a un -1? Eric? Je passe mon tour. Il passe son tour. Moi, j'ai un -1, mais qui n'est pas nouveau du tout, mais qui vient de m'énerver encore. C'est mais très énervé aujourd'hui, Philippe. Hein. Ouais. C'est la batterie de mon iPhone qui m'annonce que j'ai 40% ou 35%, et tout d'un coup m'annonce que j'ai 0, et qui s'arrête. Ouais. Et qui passe en 2 secondes de 35% à 0. Et ça, je suis désolé, on peut pas. Ça devient, on en parlait avec Eric, ça devient aujourd'hui un outil de travail crucial, central pour nous. C'est intolérable d'avoir quelque chose où il reste encore un tiers de la batterie et qui d'un coup nous lâche entre les mains. Enfin, il y a un vrai problème. On parlera d'Apple la semaine prochaine. Très occupé à lutter contre le FBI, pas assez à développer ses batteries apparemment. C'est un autre sujet. C'était le -1. C'est vraiment, moi je m'en fous, j'ai un Samsung de mon côté, sans publicité. Mounia, +1 ou -1? Un petit +1 pour un article que j'ai eu ce matin de Diana Filipova sur la nouvelle loi du travail. J'ai trouvé son article super, très, très constructif et bravo Diana. Bon, on se lit où? Oui, c'est la bonne question. Sur WeShare. Sur WeShare. Ouais. D'accord.
C'est plus un moins un. N'importe quel réseau Facebook bien fréquenté. J'ai un -1, malheureusement pour la France, puisqu'on a annoncé récemment le DESI, qui est le classement européen, la digitalisation des nations, et la France a perdu 2 places. Donc on est en dessous de la moyenne européenne. Et, Oui, c'est vrai qu'on vient juste de passer vraiment cette fois-ci en dessous là. On a perdu 2 places cette fois-ci, on avait perdu 1 place l'année d'avant et encore 1 place l'année d'avant. Donc je crois que c'est important de comprendre les raisons qui font ça. Et voilà, donc je pourrais vous en parler, mais ça va prendre un peu de temps. La raison Qui sont les principale, premiers pays ? La raison principale, c'est le capital humain, c'est le fait qu'on n'a pas réformé notre enseignement supérieur et l'enseignement professionnel, et que c'est très problématique, qu'on n'a pas assez de gens qui sont tournés vers les métiers du numérique. On est, en termes de formation au métier du numérique, on est à peu près un tiers du Royaume-Uni. Un tiers, c'est quand même problématique, je crois. Et qui sont les pays les mieux classés ? Alors, le premier pays, c'est le Danemark, et c'est les pays scandinaves qui trustent le classement. étonnamment. Le Royaume-Uni arrive en 5e position, et Estonie, Lituanie sont aussi dans le pays de tête. On va rester sur cette note extrêmement positive du classement de la France qui vient juste de sortir. Merci Mounia d'être venu nous voir, merci Gilles, merci Philippe, merci Eric, merci à vous 4. C'était le grand débat du web numéro 17. Rendez-vous la semaine prochaine. Et je vous rappelle que vous pouvez évidemment partager tout ça, commenter tout ça, à la fois sur la chaîne Demain, sur le site aussi de la chaîne Demain, et puis sur digitalbusinessnews.fr. Salut à tous, merci.